ta sœur emménage. Ne fais pas d'histoire, ont dit mes parents lors d'un dîner de famille. Ils n'ont jamais demandé, ils ont simplement chargé un camion et sont arrivés chez moi. Mais quand la porte s'est ouverte, ce n'était pas moi qui étais là, c'était un inconnu. Je m'appelle Victoire Durand, j'ai 30 ans et je vis seul dans un appartement au 6e étage dans le centre de Lyon, où la lumière du matin filtre à travers les grandes baies vitrées et où je peux entendre quelqu'un jouer du piano dans l'appartement du dessous chaque week-end. Il m'a fallu près de 6 ans pour en arriver là, sans l'aide de personne, juste des heures supplémentaires, des nouilles instantanées pour le dîner et des nuits où je m'effondrais sur mon bureau. Et pourtant, en une seule phrase, tout ce que j'avais travaillé si dur à construire s'est effondré comme un verre de vin rouge renversé sur une nappe blanche. Les dîners de la famille Durand avaient lieu avec la régularité d'une horloge, le premier dimanche de chaque mois, dans une maison de 2 étages couleur crème à Écully, où mes parents vivaient depuis 35 ans. Je suis arrivé avec 10 minutes de retard exprès, c'était un petit acte de résistance que je m'autorisais, une protestation silencieuse indiquant que je n'étais plus la fille obéissante qui acquiesçait à tout. Mon père, Édouard, a ouvert la porte et m'a fait une étreinte molle, comme si c'était une formalité. Ma mère, Hélène, s'affairait dans la cuisine avec son rôti signature, tandis que ma sœur cadette, Sophie, était déjà affalée sur le canapé, faisant défiler son téléphone comme si personne d'autre n'existait. Elle a 27 ans, belle, charmante, et arrive toujours aux événements familiaux avec une nouvelle crise. Elle avait le cœur brisé à cause d'un fiancé qu'elle connaissait depuis moins d'1 an. « Victoire, assieds-toi, je viens de réchauffer le rôti, dit-elle sans lever les yeux. J'ai hoché la tête et suis entré dans la salle à manger, nappe fraîche, verre parfaitement aligné. Tout semblait mis en scène, comme une pièce de théâtre, et j'avais le sentiment que le scénario de ce soir avait déjà été écrit. Nous mangions depuis environ 20 minutes quand mon père a posé ses couverts et s'est éclairci la gorge, le signal familial tacite que quelque chose allait être annoncé, et c'était rarement quelque chose que je voulais entendre. Sophie a besoin d'un endroit temporaire où loger, commença-t-il, du même ton qu'il utilisait pour lire le rapport boursier. Nous en avons discuté. Elle va emménager dans ton appartement pour un moment. J'ai failli me poignarder la main avec ma fourchette. Excusez-moi. J'ai lentement reposé mon verre. Mon appartement? Oui, il a 2 chambres, ajouta ma mère, versant plus de vin à mon père. Et tu voyages toujours pour le travail. Ce bureau à toi ne sert à rien. Personne n'a pensé à me demander, ai-je demandé, essayant de garder un ton égal bien que ma gorge commençait à brûler. Sophie leva les yeux et afficha un sourire narquois. J'ai juste besoin de quelques mois, juste le temps de remettre ma vie en ordre. C'est à l'étroit chez maman et papa, et ton appartement est parfait. C'est tout à fait logique, dit-elle. C'est logique, comme si elle présentait une stratégie de campagne et non comme si elle envahissait la vie privée de quelqu'un. J'ai laissé échapper un rire mince et sans joie. Si j'avais pu voir mon reflet, je pense que j'aurais eu l'air brisé. Mon bureau n'est pas à louer, et je ne me souviens pas d'avoir accepté quoi que ce soit de tout cela. Mon père soupira. Ma mère ouvrit son calendrier. Nous emménagerons Sophie samedi prochain. Ton père a emprunté le fourgon de l'oncle François. Nous installerons le grand lit du garage dans sa chambre. J'avais l'impression de regarder un film pour lequel je n'avais pas auditionné. Tout était déjà distribué, répété et mis en scène, sauf que le personnage principal, celui qui possédait réellement l'appartement, n'avait même pas été consulté. J'ai posé mes couverts. Je ne suis pas d'accord avec ça. Victoire, dit ma mère à voix basse, c'est la famille. Les familles s'entraident. Oh, alors pourquoi ne pas laisser Sophie dormir dans votre salon, ou rester dans l'appartement en sous-sol de tante Carole, ou louer son propre appartement comme je l'ai fait il y a 10 ans quand vous m'avez dit de grandir et d'être indépendante? Le silence qui suivit fut suffocant. Sophie ricana, se penchant en arrière sur sa chaise. Waouh, tu n'as pas besoin d'être aussi dramatique. Je l'ai regardé, puis mes parents. C'est l'appartement que j'ai acheté avec mon propre argent. Ce n'est pas une maison d'hôte. Ce n'est pas une propriété partagée. Tu réagis de manière excessive, marmonna mon père. Tu fais toute une histoire pour rien. Ce n'est que temporaire. Je me suis levé, repoussant ma chaise. Temporaire est toujours une violation quand c'est fait sans consentement. Personne n'a répondu. Je n'en avais pas besoin. Le message était limpide. J'étais la seule dans cette maison à être ancrée dans la réalité. Il me voyait toujours comme une extension de l'unité familiale, silencieuse, gérable, disponible à l'infini. Mais ce soir,
je n'étais plus elle. Je suis parti en silence, juste le vent fendant l'air à travers une vitre entr'ouverte, un poids oppressait ma poitrine, froid et lourd comme de la pierre. Personne ne m'avait mis à la porte, mais je n'avais pas besoin de permission pour partir. J'étais familière depuis longtemps avec cette sorte d'exil silencieux. En grandissant, mon rôle dans la maisonnée Durand a toujours été clair, la fille du milieu, la responsable, celle qui ne causait jamais de problème. Personne n'avait à le dire. On attendait de moi que je reste silencieuse, serviable, à l'écart. Je rapiéçais mes propres vêtements au collège, remplissais les formulaires de bourse seul, appelais les permanences téléphoniques pour l'emploi après que mon argent de poche eût été supprimé parce que j'étais trop vieille pour attendre qu'on me donne de l'argent. Ma sœur Valérie, maintenant âgée de 34 ans, était le tableau accroché au centre du salon. Elle a étudié le design d'intérieur, changé 3 fois de spécialisation, pris une année sabbatique pour trouver sa voie créative, et a quand même eu une fête de remise des diplômes dans un complexe hôtelier près de la Côte d'Azur. Je me souviens d'avoir été en coulisses lors de cet événement, vérifiant les microphones et épinglant des collages de photos. Valérie n'avait qu'à sourire, pour tout le reste, laisser faire victoire. Maintenant, elle vit à Bordeaux dans un appartement de 2 chambres que mes parents ont acheté à leur nom. Son travail est irrégulier, les petits amis vont et viennent, mais chaque fois qu'elle trébuche, la famille accourt comme si elle était une olympienne déchue. Quand elle a puisé dans le compte épargne-retraite de maman pour démarrer un studio de création, maman a juste soupiré et lui a préparé un dîner spécial parce que, la petite est tellement stressée. Puis il y a mon frère Théo, 24 ans, qui n'a toujours pas fini ses études malgré 3 changements d'université. Chaque échec est un moment d'apprentissage, chaque erreur fait partie de la croissance. L'année dernière, il a raté un cours parce qu'il avait oublié la date limite, et papa lui a quand même viré de l'argent pour l'aider à se remettre les idées en place. Je ne suis pas rancunière, plus maintenant. Mais chaque fois qu'on me demande de céder le contrôle de mon propre espace, comme mon appartement, il est difficile de ne pas avoir l'impression d'être juste un autre meuble partagé dans la maisonnée Durand. Je me souviens quand j'ai eu une pneumonie et que j'ai dû rester à l'hôpital pendant 2 nuits. J'ai appelé maman pour la prévenir et sa réponse fut neutre, d'accord, bois de la soupe. Je suis occupé à aider Valérie, elle vient de rompre avec ce petit ami. La voiture s'est arrêtée à un feu rouge. J'ai expiré, comme si je laissais enfin échapper quelque chose qui m'était resté coincé dans la gorge toute la soirée. Devant, la ligne d'horizon scintillait de gratte-ciel. La ville restait vivante même si mon cœur ressemblait à une carte froissée et plissée au point d'être méconnaissable. J'ai tourné la tête pour regarder l'immeuble où mon appartement attendait tranquillement. Personne ne m'avait demandé si j'étais d'accord pour que Sophie emménage. Pas de permission, juste une annonce. Et honnêtement, cela ne m'a pas surprise. Pour eux, j'étais celle qui faisait toujours de la place, qui hochait la tête même quand cela me déchirait de l'intérieur. J'ai garé dans le garage, pris l'ascenseur et déverrouillé la porte avec mon empreinte digitale, celle que j'avais changée un mois auparavant après avoir découvert que maman avait, aimablement, fait le ménage pendant mon absence. À l'intérieur, c'était le calme, un silence bienvenu. J'ai allumé les lumières, traversé le salon, les doigts effleurant le bord du canapé gris doux, puis je me suis arrêté à l'entrée de la cuisine, là où j'avais accroché une photo encadrée que j'avais prise lors d'une randonnée en solitaire dans les Calanques. Personne dans ma famille ne m'a jamais posé de questions sur cette photo. Personne ne m'a jamais demandé pourquoi j'avais choisi de vivre seul, pourquoi je n'avais jamais ramené personne à la maison pour les leur présenter, ou ce que j'avais traversé pour conserver mon emploi actuel, un poste de direction dans une entreprise de systèmes d'énergie renouvelable. J'ai ouvert mon ordinateur portable, lancé l'application de notes et tapé une seule ligne, je ne suis pas obligé de porter les autres simplement parce que je ne cause pas de problème. Sur le côté gauche de l'écran se trouvait toujours la liste des vacances que j'avais refusées pour faire des heures supplémentaires. Je ne me souvenais même plus combien d'anniversaires, de Thanksgiving et de Noël j'avais manqué pour respecter les délais, pendant que Valérie partait en retraite en Provence sponsorisée par maman et que Théo organisait des fêtes d'anniversaire au bord de la piscine avec sa bande, en quête de soi. Le favoritisme dans ma famille n'était pas bruyant, il arrivait goutte à goutte, comme de l'eau s'infiltrant à travers les murs, et au moment où vous remarquiez les dégâts, ils étaient déjà profonds, tachés, moisis et presque impossibles à nettoyer. J'ai éteint les lumières de la cuisine et suis entré dans mon bureau, là, pièce en plus, comme l'appelait maman. Ici, je gardais ce qui avait de la valeur pour moi, un tableau de visualisation pour le projet environnemental que je menais avec une ONG, mes livres techniques, et de petites choses qui me rappelaient que je n'étais pas l'ombre de quelqu'un. Je me suis assise sur ma chaise pivotante, j'ai regardé autour de la pièce.
L'idée de Sophie dormant sur un lit que j'avais assemblé, faisant défiler son téléphone sous les lumières que j'avais choisies, envahissant chaque recoin que j'appelais chez moi, me tordait l'estomac. Pas parce que je la détestais, mais parce que je ne voulais plus me sacrifier. J'ai ouvert mes emails, tapé l'objet « Politique de résidence temporaire » et appuyé sur « Envoyer » au syndic de l'immeuble. S'il ne me voyait toujours pas comme une personne entière et indépendante, alors il était temps que je commence à le prouver, en commençant par les plus petites choses. J'avais l'habitude de penser que l'endurance était une vertu, que si j'étais assez patiente, assez douce, les gens que j'aimais finiraient par comprendre. Mais au cours des 25 dernières années, la seule chose que j'ai apprise, c'est que dans la maisonnée Durand, le silence n'était pas force, c'était consentement. Quand j'avais 14 ans, pendant un été si chaud qu'on aurait dit une chaleur accablante sur la région Rhône-Alpes, ma mère a soudainement déclaré que je garderais les jumeaux en bas âge de sa cousine Denise, de petits ouragans chaotiques. Chaque matin, je me levais à 6 heures pour nettoyer la maison, leur préparer le petit déjeuner, séparer les bagarres quand l'un griffait le visage de l'autre, et monter la garde pendant qu'ils faisaient la sieste, tandis que mes amis allaient nager, prenaient des cours de danse, des cours d'art ou des colonies de vacances. On ne m'a pas demandé, on m'a dit. Quand je me suis plainte, ma mère a dit, tu ne fais pas grand-chose pour aider cette famille. C'est ta chance. Denise a des difficultés. Tu ne te soucies donc pas des gens? Cette phrase, tu ne te soucies donc pas des gens, m'a hanté comme un coup de poing dans les côtes chaque fois que j'essayais de dire non. À l'université, j'ai obtenu une bourse complète pour l'université de Montpellier. J'étais si transporté de joie que j'ai sangloté dans les toilettes de la bibliothèque quand j'ai reçu la lettre. Mais une semaine plus tard, maman m'a tendu un email imprimé de tante Sandrine, une parente que je pouvais à peine visualiser, demandant si sa fille pouvait rester avec moi pendant qu'elle faisait un stage à Lyon. Ma location hors campus avait un vieux lit superposé, un bureau et une chaise cassée que j'avais calés avec des livres. Pourtant, on m'a dit de partager, pour le bien de la famille. Cette année-là, j'ai dormi par terre dans un sac de couchage pendant que la fille de Sandrine prenait mon lit, utilisait mes affaires, se plaignait de mes spaghettis et ramenait son nouveau petit ami pour des visites nocturnes pleines de gloussements. J'ai résisté une fois. Ma mère a appelé le soir même, la voix froide comme la glace. Victoire, tu vis grâce à une bourse et à la bienveillance des autres. Ne laisse pas les gens penser que tu es mesquine et égoïste. Ce n'est qu'un court été. Ne sois pas dramatique. Un été. 3 mois. 92 jours à me sentir comme une invitée dans mon propre espace. Mais ils appelaient ça une opportunité de partager. Ils appelaient ça la compassion familiale. J'ai appris à me taire, appris à attendre que les autres mangent avant de me servir, appris à hocher la tête lors des réunions de famille où je n'étais jamais consulté, appris à me faire toute petite pour que Valérie puisse briller et que Théo puisse s'effondrer et être quand même rattrapé. Et puis c'est devenu une habitude, comme entrer dans une pièce bondée où tous les projecteurs sont braqués sur quelqu'un d'autre et te convaincre de rester dans l'ombre parce que tu as oublié que tu mérites aussi d'entrer dans la lumière. Cet appartement est le premier endroit que je n'ai pas eu à partager avec qui que ce soit. Chaque coin était ma décision, chaque décoration achetée avec de vraies économies. Pas d'aide, pas d'applaudissements, pas de résistance. Alors, quand maman a dit « ce bureau ne sert à rien », tout mon corps s'est crispé. Pas parce qu'ils ne comprenaient pas, mais parce qu'ils ne se souciaient pas de comprendre. Pour eux, mon espace était toujours à prendre, tant que l'excuse paraissait raisonnable. Je me souviens quand Théo a brisé la vitre de la voiture de quelqu'un en jouant au ballon sur un parking, mes parents se sont excusés pour lui. Quand Valérie a perdu sa caution d'appartement à Bordeaux parce qu'elle l'avait dépensé en meubles vintage, tout le monde a qualifié cela de « malheureux faux pas ». Mais quand j'ai refusé d'héberger une cousine pendant 2 semaines l'année dernière parce que je dirigeais un projet confidentiel, maman a dit que j'étais inutilement froide. Chaque fois que je fixais une limite, j'étais catalogué comme sans cœur. Chaque fois que je disais non, on me disait que je manquais de compassion. Chaque fois que je me choisissais, j'étais accusé de trahir les valeurs familiales. Quand je me suis confié à Chloé, ma meilleure amie depuis le lycée, maintenant avocate à Toulouse, elle a soupiré si longuement que cela ressemblait à de la vapeur s'échappant d'un tuyau. Vic, ta famille ne voit pas ton espace interpersonnel comme des lignes. Ils le voient comme des portes non verrouillées. J'avais l'habitude de croire que la famille, c'est pour toujours, mais maintenant je sais que seul ce qui est respecté dure. Une maison sans mur ni serrure devient une aire de repos public, et une personne sans contrôle sur sa propre vie vivra toujours selon le scénario de quelqu'un d'autre. J'ai éteint les lumières, sorti mon téléphone, ouvert les notes et tapé, à partir de maintenant,
personne n'entre dans mon espace sans frapper. Quand je suis entré dans le bureau du docteur Allègre, il pleuvait légèrement à Lyon, pas assez pour tremper une veste, mais assez pour donner envie de rester à l'intérieur. Son bureau était au 3e étage d'un vieil immeuble près du parc de la Tête d'Or, avec des parquets en bois sombre et des peintures abstraites au mur, pas fade comme un cabinet médical typique, mais pas assez confortable pour baisser sa garde non plus. Victoire, sa voix m'appela juste au moment où je fermais la porte, ferme, sans hésitation. J'ai hoché la tête, m'asseyant sur le fauteuil en cuir. Il m'a fallu quelques secondes pour trouver comment commencer, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je n'étais pas habitué à ce que quelqu'un veuille vraiment m'entendre. J'avais pris le rendez-vous après que Chloé m'eût envoyé ses coordonnées. Son message disait simplement « Pense à cela comme à un investissement en toi-même ». J'ai fait un bref résumé de ma famille, rien de long, juste l'essentiel. Quand je suis arrivé à la partie où mes parents décidaient que ma sœur emménagerait dans mon appartement sans me le demander, le docteur Allègre a posé son stylo, s'est penché en arrière et m'a regardé droit dans les yeux. « Et quand vous avez résisté, qu'ont-ils dit ?» J'ai laissé échapper un rire sec. Que je faisais toute une histoire, que j'étais égoïste. Elle a hoché la tête, pas surprise. Utilisez-vous souvent le mot endurer pour décrire comment vous vivez? Je n'ai rien dit. Cette question n'avait pas besoin de réponse. La réponse vivait dans chaque choix que j'avais fait de reculer, chaque dîner où je me mordais la langue, chaque pièce que je quittais pour que quelqu'un d'autre puisse y entrer. Après cette première séance, je ne me sentais ni éclairée ni plus légère. Mais sur le chemin du retour, j'ai conduit plus lentement. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai laissé la pluie imbiber mes cheveux en tournant vers mon café préféré. Sans parapluie, sans esquiver. Le lendemain, ma mère a appelé. J'ai refusé l'appel. Une petite action, mais cela m'a serré la poitrine comme si je trahissais quelqu'un. J'ai posé le téléphone face contre la table sur le comptoir de la cuisine, me suis préparé une tisane à la menthe poivrée et émis une playlist de jazz. Jeudi soir, j'ai reçu un email de mon père. Peux-tu t'occuper des préparatifs de Thanksgiving comme l'année dernière? Tout le monde attend avec impatience ta purée de pommes de terre. J'ai fixé la ligne, ma main figée sur la souris. L'année dernière, j'avais travaillé 12 heures par jour la semaine précédente, puis passé toute la nuit du mercredi à éplucher les pommes de terre, arroser la dinde et mettre la table pendant que tout le monde buvait du vin et se disputait au sujet de la politique dans le salon. J'ai tapé une réponse, lentement, clairement. Je n'organiserai pas Thanksgiving cette année. J'ai besoin de me reposer et de me concentrer sur moi-même. J'espère que tout le monde passera un agréable moment. Aucune explication, aucune excuse, juste une décision. Au moment où j'ai appuyé sur « Envoyer », mon cœur s'est emballé. J'ai posé une main sur ma poitrine, sentant le battement contre ma paume. Mais contrairement à avant, le bourdonnement anxieux n'a pas dégénéré. C'était comme une réaction physique nécessaire, comme la brûlure après avoir monté un long escalier, ton corps souffre, mais ton esprit est plus clair. Ma mère n'a pas appelé tout de suite, mais le lendemain, Valérie a texté « Maman est vraiment contrariée. Je ne comprends plus ce qui se passe avec toi. Tu ne peux vraiment pas aider juste pour une journée ?» Je n'ai pas répondu. Chloé est venue samedi soir. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle s'est assise sur le tapis, tenant une tasse de chocolat chaud, hochant lentement la tête. « Tu ne changes pas, dit-elle. Tu retournes simplement à ta taille réelle après t'être rétréci pendant 20 ans pour correspondre aux attentes des autres. » J'ai regardé autour de mon appartement, la douce lumière jaune sur les murs, la bibliothèque organisée en dégradés de couleurs que j'avais faite moi-même, le tapis tissé à la main de mon voyage en Bretagne. Rien dans la pièce n'avait changé, mais ce soir, elle semblait plus large, comme si elle faisait place à un calme que je n'avais jamais osé laisser entrer auparavant. La semaine suivante, je suis arrivé au bureau du docteur Allègre à l'heure. Pas besoin de rappel, pas d'hésitation. « Qu'est-ce qui a rendu cette semaine différente pour vous ?» demanda-t-elle. J'ai réfléchi un moment, puis j'ai répondu, j'ai dit non. Et j'ai survécu. Elle sourit doucement, comme quelqu'un entendant qu'une pousse avait enfin atteint la lumière du soleil. Sur le chemin du retour, j'ai baissé la vitre, laissant la brise s'engouffrer. Les lumières de la ville clignotaient comme des points d'exclamation du changement. Je ne savais pas jusqu'où j'irais, mais au moins maintenant, c'était moi qui conduisais, plus passagère avant dans la vie de quelqu'un d'autre. Je suis resté assise devant mon ordinateur portable pendant près d'une heure, relisant le contrat de location. La clause que je cherchais se trouvait à la section 5.3, imprimée en petits caractères,
tout invité de longue durée dépassant 14 jours consécutifs ou 21 jours non consécutifs sur une période de 6 mois doit avoir le consentement écrit de la direction du syndic. En dessous, il y avait un avertissement, toute violation peut entraîner la résiliation du bail sans préavis. Un langage froid, mais pour moi, c'était une armure, non pas pour commencer une bagarre, mais pour me protéger des intrusions déguisées en obligations familiales. J'ai imprimé le bail, surligné les clauses clés, puis j'ai envoyé un email à la responsable du syndic, Madame Weber, expliquant que j'envisageais d'accueillir un invité temporaire pendant un voyage de travail de 2 semaines. J'ai clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une sous-location complète, juste d'un arrangement légal à court terme, et que je voulais suivre le protocole approprié. Sa réponse est arrivée le lendemain matin. Madame Weber a approuvé, joignant un formulaire de déclaration d'invité et demandant une copie de pièce d'identité ainsi qu'un avenant à court terme. Tout était transparent, officiel, aucune place pour que les sentiments familiaux ne brouillent mon contrôle sur mon espace. Il ne restait qu'un seul problème, trouver la bonne personne pour rester. J'ai pensé à Benoît de l'équipe d'ingénierie, un type sympa mais désordonné. Lisa avait un chien, ça ne convenait pas. Puis je me suis souvenu de Martin, le chef de projet avec qui j'avais travaillé à Lille. Il venait d'annoncer que son appartement subissait des réparations de plomberie et qu'il avait besoin d'un endroit où crècher pendant quelques semaines. Tout le monde au travail savait qu'il cherchait une solution temporaire. J'ai texté Martin, si tu as toujours besoin d'un endroit à court terme, j'ai un appartement disponible pour 2 semaines. J'ai besoin de quelqu'un pour garder la maison. Accord temporaire légal peut être arrangé. Moins de 20 minutes plus tard, il a appelé, la voix calme, légèrement soulagée. J'apprécie vraiment ça. Devrions-nous nous rencontrer en personne? Oui, ce soir à 18h. J'aurai les papiers prêts. La réunion s'est bien déroulée. Martin est arrivé à l'heure, habillé proprement, portant une copie de sa pièce d'identité, et a signé le projet d'accord que j'avais préparé. J'ai expliqué la situation, la partie concernant les limites familiales a été résumée comme un problème privé nécessitant calme et discrétion. Il a hoché la tête, compréhensif, sans poser de questions. Tu as juste besoin de garder l'endroit tel quel quand je pars. Personne n'entre sans clé. Pas besoin d'expliquer si quelqu'un frappe, dis juste que tu es l'invité autorisé avec un accord valide. Pas de problème, Martin sourit, apposant une signature ferme sur le contrat. J'ai scanné le dossier, l'ai envoyé par email à Madame Weber avec la pièce d'identité de Martin et un calendrier clair d'arrivée et de départ, entièrement conforme, aucune faille restante pour d'éventuels plans familiaux surprises. Puis j'ai installé une petite caméra dans le salon, dirigée vers la porte d'entrée. L'appareil avait des alertes de mouvement et un accès au flux en direct via une application. Non pas pour surveiller Martin, je lui faisais confiance, mais pour me protéger contre ce nommé Durand qui croyait encore avoir un accès par défaut à ma vie. 3 jours plus tard, ma mère envoya un texto, ton père a loué le camion de déménagement pour samedi. Sophie est en train de choisir des rideaux. Prépare la chambre. Pas de point d'interrogation, pas de « est-ce que ça irait ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste envoyé un seul message à Martin, la famille pourrait débarquer à l'improviste. Tiens-toi à ce que nous avons convenu. Il a répondu avec un emoji, compris, ajoutant, si besoin, j'ai du café fort et la patience d'un ingénieur. Vendredi soir, j'ai emballé tout ce qui avait de la valeur, appareils photo, documents personnels, quelques petits bijoux. Je les ai stockés temporairement dans le casier de mon entreprise, doublement verrouillé. Puis j'ai conduit jusqu'à La Rochelle et loué une petite chambre près de la plage, où personne ne connaissait mon nom et où les vagues frappaient assez fort pour chasser le parasite dans mon esprit. Samedi matin, quand j'ai allumé mon téléphone, la caméra avait signalé 3 alertes de mouvement. J'ai ouvert le flux. Le premier clip montrait mon père frappant à la porte. À côté de lui, maman tenait un grand bac en plastique. Derrière eux se tenait Sophie, les bras croisés, des lunettes de soleil surdimensionnées en place. Le deuxième clip capturait l'ouverture de la porte. Martin se tenait à l'intérieur, t-shirt blanc, jean, cheveux légèrement ébouriffés. Il n'est pas sorti. Il a dit quelque chose qui a fait écarquiller les yeux de mon père. Ma mère a commencé à pointer du doigt vers la porte. Sophie a reculé et a sorti son téléphone pour appeler quelqu'un. Le dernier clip montrait Martin tenant l'accord signé, pointant la ligne avec son nom imprimé dessus. Un agent de sécurité de l'immeuble est apparu. Après une brève conversation, ma famille est partie. Leur visage n'était pas entièrement visible sur la caméra,
mais leur posture raide et la façon dont la main de maman serrait la sangle du sac à main disaient tout. J'ai pris une profonde inspiration, sauvegardé les images dans mes archives personnelles et fermé l'application. Le lendemain matin, mon téléphone s'est illuminé de notifications non lues, 6 appels manqués de maman, 5 de papa, un flot de messages de Sophie, chacun assez long pour passer pour un court roman, ne différant que par le ton, de doux à acerbe. La première ligne de maman, Victoire, tu ne peux pas être sérieuse avec ça. Je me sens complètement trahi. Suivi d'une photo de Sophie debout devant le camion de déménagement, le visage empourpré, avec la légende, c'est comme ça que tu traites ta sœur. Le message de papa était plus court mais plus lourd, tu fais honte à toute la famille. Appelle-moi immédiatement. J'ai expiré lentement, posé le téléphone sur le comptoir en granit de l'hôtel, puis suis sorti sur le balcon. L'air marin était froid, mais bien plus supportable que les exigences teintées de culpabilité émanant de mon appareil. 1 heure plus tard, j'ai vérifié le flux de sécurité de l'appartement. Martin était dans le salon, lisant un livre, les pieds posés sur la table basse. Dehors, dans le couloir, mes parents étaient revenus avec la responsable du syndic. Il n'y avait pas d'audio, mais l'expression de maman n'avait pas besoin de son. Ses lèvres étaient pincées, les yeux plissés, la main gesticulant à plusieurs reprises vers la porte. Martin l'ouvrit à moitié et présenta le contrat de location temporaire. La responsable parcourut quelques lignes et hocha la tête. Hélène se retourna, sortit son téléphone et marmonna quelque chose à voix basse avec une résolution aux lèvres serrées. Alors que l'enregistrement se terminait, elle marchait dans le couloir, ses doigts serrant la sangle de son sac à main jusqu'à ce qu'il blanchisse. Mon téléphone sonna. Sophie. Je l'ai laissé sonner. 15 secondes. 20. Quand l'écran s'est enfin éteint, je l'ai déverrouillé et lu son message suivant, je n'ai nulle part où dormir ce soir. Maman pleure. Papa est furieux. J'ai juste besoin d'un peu d'aide. Est-ce vraiment si difficile à comprendre? Pas de vraies questions, juste une exigence enveloppée de sentiments blessés. 1 heure plus tard, ma mère envoya un message de 2 écrans qui commençait par « Te souviens-tu quand tu avais cette fièvre à 3 ans et que je suis resté éveillé toute la nuit à te frictionner avec une éponge ?» et se terminait par « Comment tu enfermes un étranger chez toi juste pour jeter ta propre famille dehors ?» Le message suivant de papa « Ta mère est épuisée par tout ça. Si tu as une once de compassion, tu réfléchiras bien avant de détruire le peu de famille qu'il nous reste. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai texté Chloé, les choses s'enveniment. Elle a appelé quelques minutes plus tard, sa voix calme, sans surprise. Laisse-moi deviner, chantage émotionnel, culpabilité et exigence de salut. Tout ça, comme s'il suivait un manuel du manipulateur mot pour mot. J'ai gloussé, bien que ma gorge me parût serrée. Tu te sens coupable, demanda-t-elle directement. Une partie de moi, oui, fis-je une pause. Même si je sais que j'ai raison, j'ai l'impression d'avoir jeté ma propre famille dehors. Victoire, tu n'as jeté personne dehors. Ils n'ont jamais été invités au départ. C'est une distinction importante. Je me suis tue à cela. Mes yeux dérivèrent vers l'océan, où les vagues se brisaient sans se soucier de qui pourrait regarder. Cet après-midi-là, Sophie a posté une photo sur Instagram. Elle était assise dans une voiture, maquillage impeccable, mais la légende disait, jetée dehors en pleurant une rupture, merci à celle qui m'aime le plus. 38 likes en 1 heure. 2 de ses amis ont laissé des commentaires de sympathie, l'une m'a même tagué dans une réponse. Je n'ai pas répondu, j'ai juste pris une capture d'écran et l'ai envoyée à Chloé. Ils ne veulent pas la vérité, ils veulent un public, a-t-elle répondu. Cette nuit-là, papa a appelé 3 fois. Maman a envoyé un message vocal de 3 minutes. Je ne l'ai pas ouvert. Sophie a continué à poster des légendes critiques sur Instagram à propos des gens qui cachent la cruauté derrière la gentillesse. J'ai mis en sourdine les notifications de tous leurs comptes. Je regardais toujours, mais je n'écoutais plus. Ils pouvaient parler autant qu'ils voulaient, je n'étais plus obligé d'entendre. Alors que la nuit tombait, j'étais allongé dans la chambre d'hôtel, la lampe de chevet projetant une douce lueur sur le plafond. Silence. Pas de bourdonnement de mon téléphone. Pas de demi-vérité déguisée en compromis. J'ai fermé les yeux sans craindre que quiconque ne brise la paix. Non pas parce que ma famille avait cessé de faire pression, mais parce que j'avais enfin cessé de les laisser entrer. J'ai choisi un petit café dans le quartier de la Croix-Rousse, terrain neutre, assez calme pour ne pas élever la voix, assez loin de chez moi pour que personne ne puisse le revendiquer comme territoire familier.
Je suis arrivé 15 minutes en avance, j'ai commandé un cappuccino et posé mon téléphone face contre la table, un signal silencieux pour moi-même, reste calme, ne retombe pas dans tes anciens rôles. Mes parents sont arrivés en même temps, ne portant rien d'autre que des expressions solennelles. Maman portait le manteau de laine bleue que je lui avais offert pour son anniversaire, il semblait maintenant appartenir à une étrangère. Papa était vêtu de son habituel costume impeccable, cravate sombre, marchant avec l'urgence de quelqu'un se rendant à une réunion importante. Sophie est arrivée quelques minutes plus tard, tenant une boisson au matcha, ralentissant en me voyant. Elle ne portait pas de maquillage, ses cheveux étaient attachés proprement en arrière, et ses yeux semblaient incertains, rien à voir avec la version soignée d'elle-même qu'elle postait sur Instagram. Je ne me suis pas levé, j'ai juste hoché la tête alors qu'il s'asseyait. Personne n'a parlé en premier. Pas d'étreinte. Pas un seul salut. J'ai attendu une respiration de plus avant de commencer. Je n'ai pas invité tout le monde ici pour discuter. Je suis venu dire des choses qui auraient dû être dites il y a longtemps. Mon père haussa un sourcil, les bras croisés. Ma mère ajusta son foulard. Sophie fixait la table. Le fait que vous ayez décidé que Sophie emménagerait dans mon appartement sans me le demander a franchi une limite. Ce n'était pas seulement irrespectueux, cela a complètement ignoré mon droit de choisir. Ma mère fronça les sourcils. Tu vis seule. L'appartement a une chambre d'amis. Sophie avait besoin d'un endroit où rester. N'est-ce pas raisonnable? Raisonnable pour qui? J'ai gardé un ton égal. On ne m'a pas demandé. On m'a dit. Comme toujours. Mon père intervint, sa voix basse mais tendue. Tu exagères démesurément. C'est une affaire de famille, pas un litige immobilier. J'ai tourné la tasse de café dans mes mains. Papa, famille ne signifie pas que tu peux entrer dans la vie de quelqu'un sans frapper. Je l'ai permis trop longtemps. J'ai dit oui quand on m'a demandé de me sacrifier, mais personne ne s'est jamais arrêté pour me demander si je le voulais ou non. Sophie bougea légèrement, les yeux baissés. Je pensais que tu étais d'accord. Maman a dit que tu étais occupée, donc tu n'avais pas le temps de répondre. Je l'ai regardé. Sophie, m'as-tu jamais appelé directement pour me demander, ou as-tu juste écouté et cru parce que c'était plus facile? Le silence s'étira pendant plusieurs secondes. Ma mère serra les poings. Nous nous pointons du doigt au lieu de trouver des solutions. Je pense que la meilleure chose serait de... Maman, j'ai été la solution depuis le collège. Garder des cousins, céder mon lit, gérer mes finances universitaires seul pendant que vous deux payiez pour que le plus jeune étudie le cinéma à Cannes, ce qu'il a ensuite abandonné. On ne m'a jamais vu comme quelqu'un avec des limites. Les épaules de mon père s'affaissèrent, la ride entre ses sourcils s'approfondit. Peut-être nous sommes-nous trop habitués à ce que tu gères les choses. Mais cela ne veut pas dire que nous voulions. J'ai hoché légèrement la tête. Le fait est, intentionnel ou non, la blessure existe toujours. Et je ne peux pas continuer à porter le fardeau simplement parce que les gens supposent que je peux. Sophie leva les yeux, son regard plus lent que lorsqu'elle était entrée. Je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas dû me fier à ce qu'ils ont dit sans vérifier avec toi. J'ai juste pensé, comme toujours, que tu dirais oui. Mais j'ai réalisé que je suis devenu trop à l'aise à être priorisé sans responsabilité. Je l'ai regardée, un peu surprise que l'aveu vienne de quelqu'un qui reculait rarement. Ma mère expira, sa voix s'adoucissant. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je voulais juste que vous deux soyez proches. J'ai eu tort de ne pas demander, mais j'avais peur que tu dises non si je le faisais. Alors tu as choisi de forcer les choses. Elle ne répondit pas, mais ses yeux tombèrent sur le sol, ses doigts faisant tourner son alliance, un geste qu'elle ne faisait que lorsqu'elle était troublée. Mon père brisa la tension, parlant d'un ton plus bas que d'habitude. Peut-être devons-nous repenser la façon dont cette famille se traite mutuellement. De l'emménagement de Sophie à la façon dont nous t'avons imposé des choses sans considération. Je suis restée assise tranquillement. Quelque chose en moi s'est détendu. Pas le pardon, mais un espace pour respirer. Je ne me rebelle pas. Je protège des limites. Le genre de limites qu'on aurait dû m'enseigner, pas ignorer, tout en soutenant cette famille en silence. Mes parents ne répondirent pas, mais le silence était différent cette fois. Pas froid, juste à l'écoute. Sophie pinça les lèvres, puis sortit une feuille imprimée de sa veste, une liste d'annonces de location. Elle la fit glisser vers nos parents. Je vais visiter cet endroit demain après-midi.
Si vous êtes d'accord pour aider avec la caution. Mon père hocha la tête. Ma mère fit un léger signe de tête. J'ai regardé le papier, puis ma sœur. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à demander. Mais ne t'attends pas à ce que quelqu'un te porte. Tu peux recommencer, mais tu dois le faire debout sur tes propres jambes. Sophie esquissa un petit sourire. J'essaie, vraiment. Nous nous sommes levés après plus d'1 heure. Pas d'étreinte, pas de larmes. Mais quand je suis sorti du café, le sentiment derrière moi n'était pas de la pression, c'était de l'espace. Un espace clair, défini. Pas si proche que je ne pouvais plus respirer, mais pas si loin que nous nous perdrions pour toujours. 3 semaines après la rencontre au café, Sophie a envoyé un texto avec une photo d'un petit appartement dans le quartier de Vèze, mur blanc, fenêtre coulissante donnant sur un jardin. Sur la photo, elle se tenait au milieu du salon, tenant une clé en l'air. Son visage ne portait pas de maquillage, juste un sourire sincère. J'ai signé le bail moi-même. Maman a quand même un peu aidé avec la caution, mais cette fois, c'est à mon nom. Merci de m'avoir poussé à grandir au bon moment. J'ai fixé le message pendant un moment avant de répondre, fier de toi. Pas d'émoji, pas de mots exagérés. Juste une simple ligne, suffisante pour signaler que quelque chose de réel avait changé. Nous avions prévu de nous rencontrer ce samedi-là. Personne d'autre n'était invité. Sophie a choisi un restaurant de burgers près de son nouveau studio, sans décoration tape à accent Graveleuil, pas de coin pour photo. Elle est arrivée 10 minutes en avance, déjà assise, et avait commandé mon sandwich préféré. J'ai commencé une thérapie avec le docteur Lambert, celui que j'appelais avant l'inutile et sans intérêt. J'ai haussé un sourcil. Tu y es vraiment allé? Parce que tu l'as fait en premier. Je me suis dit que si quelqu'un comme toi a besoin d'aide, alors peut-être que je ne suis pas non plus immunisé. Son ton était léger, mais ses yeux en disaient plus. Pas de sarcasme, de la sincérité. Nous avons parlé d'école, de travail, de son plan pour réduire les réseaux sociaux. Personne n'a remué le passé comme s'il avait besoin d'être étalé. C'était juste quelque chose qui s'était produit et qui était géré. Pas de comparaison, pas d'ombre planant entre 2 femmes portant le nom de Durand. Quant à nos parents, le changement est venu lentement, mais il est venu. Ma mère a commencé à appeler avant chaque fête, ne supposant plus que je serais là ou que je jouerais un rôle. À Noël, elle a demandé, si tu ne veux pas faire le dessert, je peux commander quelque chose. Mais si tu as des idées, j'aimerais les entendre. J'ai accepté de contribuer, mais c'était mon choix, pas une tâche qui m'a été confiée. Mon père ne disait pas grand-chose, mais maintenant ses appels sont brefs, plus remplis d'ordre. Au lieu de cela, ce sont des questions neutres. Comment va le travail ces jours-ci? Veux-tu que je jette un œil au contrat d'énergie solaire? Pas de pression, pas d'insistance. Un après-midi, il est venu à Lyon pour un voyage d'affaires et a appelé pour demander si j'étais libre pour un café. Nous nous sommes assis dans un petit café à côté de son hôtel. Il a jeté un coup d'œil à la pièce, puis a dit, quand tu as quitté la maison, j'ai pensé que ce n'était qu'une phase de rébellion. Maintenant, je vois que tu as peut-être fait quelque chose que beaucoup d'entre nous dans la famille auraient dû faire plus tôt. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris une gorgée de café et j'ai simplement demandé, t'es-tu déjà senti étouffé par le rôle qu'on t'avait confié? Il ne m'a pas regardé, a juste posé sa main sur la table et a légèrement hoché la tête. Je n'avais pas besoin d'explications supplémentaires. Quant à moi, je retourne à mon rythme quotidien, mais avec quelque chose de plus stable en dessous. Pas l'ancien type de patience, mais une compréhension claire des limites. Chaque fois que le téléphone sonne et que je ne décroche pas, ce n'est plus de l'évitement, c'est parce que je suis occupé à me donner la priorité. Chaque fois que ma mère demande, a-t-il quelque chose avec quoi tu peux aider, au lieu de dire, occupe-toi de ça pour moi, je me sens un peu plus légère. Les limites personnelles que j'ai fixées n'ont pas déchiré la famille, elles ont simplement réécrit un schéma d'interaction qui, autrefois, me donnait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Cet espace interpersonnel n'a pas construit des murs, il a tracé des lignes, pour que chaque personne sache où s'arrêter avant de pénétrer dans l'idée que quelqu'un d'autre se fait de son foyer. Un après-midi, je me tenais à la porte de mon appartement, la main sur la serrure, me sentant presque étrangère à la paix en moi. Personne n'attendait derrière, pas de valise près de la porte, pas de message vocal me demandant de me sacrifier une fois de plus. L'histoire de Victoire est un rappel clair que fixer des limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour protéger l'estime de soi et le respect mutuel.
Elle ne s'est pas éloignée de sa famille, elle les a forcés à apprendre à parler au lieu d'imposer. Quand Victoire a cessé d'être celle qui endure, elle a créé un nouvel espace où les relations sont construites sur le choix, la clarté et la maturité. Parfois, le véritable amour commence par un nom bien placé. Que pensez-vous de la façon dont Victoire s'est défendue et a protégé sa vie privée? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour d'autres histoires réelles et puissantes sur les dynamiques familiales modernes.